toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de dégel du mois de mars 2020. Pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent sur cette chaîne, qui peuvent avoir quelque chose qui peut arriver, hein, les lectures de dégel c'est un bilan mensuel du mois en question, où je vous présente les livres que j'ai lus et chroniqués, ceux que j'ai lus mais pas forcément chroniqués, mes achats, enfin mes dernières acquisitions et la pile à lire la pile à lire du mois suivant. Donc c'est à dire que là j'ai fait les lectures de dégel du mois de mars, mais la pile à lire ça va être pour le mois d'avril, hein, je précise. Je vais commencer très rapidement parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose eu d'exceptionnel ce mois-ci. Bonne nouvelle en termes d'acquisition et de livres lus. Je suis un peu au kiff parce que pour une simple raison, c'est que j'ai reçu 2 livres chez moi. Et les 2 livres ont été lus dans la foulée, donc ce qui fait que il y en a une qui est chroniquée et l'autre sympa qu'à part. Je vais vous expliquer après pourquoi les raisons du pourquoi et comment. J'ai les cheveux qui partent en sucette et j'aime pas ça. Donc voilà, et en pâle, la passe d'une pâle à foison, vous allez très vite comprendre pourquoi au moment venu. Pour les livres lus et chroniqués, il n'y en a qu'un seul que j'ai chroniqué, le deuxième c'est un peu à cas à part. Tout est prêt en fait, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Par contre, le livre que j'ai eu et chroniqué ce mois-ci, c'est une BD. Il s'agit donc de Tubonia, le tome 1, les FDP. De Absol Video, Andrew Scalable, Sakibzi et Dessinator, donc aussi sur Tubonia, donc c'est de l'auto-édition, si je dis pas, enfin, si je dis pas de bêtises, non, c'est vraiment une auto-édition. Par contre, sur le coup, j'ai adoré cette petite BD qui était très courte, aux dernières nouvelles, et je crois que c'est encore le cas au moment où je vous tourne cette vidéo. Cette BD est introuvable, une librairie, sur les sites marchands tels que la Fnac ou Amazon, parce que c'est une BD que vous pouviez acquérir que par la campagne Ulule. Donc voilà, donc j'ai reçu le tome 1 début mars, voilà, quand je suis revenue de vacances, voilà, quand je suis revenue de vacances de chez mes parents, je suis revenue pile poil début mars, donc je compte dedans. Normalement le tome 2 c'est fin d'année 2020, début 2021, je prends dernière nouvelle, mais après il se peut que ça soit sujet à changement, enfin en fonction de l'avancement. Mais en tout cas, de toute façon je vous mettrai la chronique et tout en barre d'infos, et puis normalement la chronique est déjà vidéo sur la chaîne. Enfin la chronique vidéo est déjà sur la chaîne, mais pour vous résumer en gros, on est dans le... C'est un royaume ça, ouais, le royaume de Tubonia, pardon. Un essayé où les énergies qui régissent le monde viennent perturber la vie de ses habitants. Les Tuboniens, héros et protecteurs du royaume, cessent peu à peu d'animer dans leur belle cité et être somme en lieu de débauche. Certains n'apparaissent plus depuis longtemps, plongeant Tubonia dans une ambiance délétère. Alors que Saint-Antoine est censé faire son apparition annuelle afin de répondre une grande dose de bonheur dans tout le royaume, celle-ci se trouve aussi à bon absent. Sa cité, infestée par des haters, se retrouve saccagée. Mais le mage Absol, Sakibzi et Antox Colavoie décident de partir à sa recherche afin de citer tout ce mystère. J'ai adoré cette BD, j'ai hâte d'avoir le tome 2. J'ai vraiment adoré le fait de retranscrire tout l'univers YouTube dans une BD, dans un univers d'Heroic Fantasy. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un bon moment, je crois que je dû la lire 2-3 fois. Je l'ai même relu ce matin pour vous dire, pour vous en parler, mais franchement c'est très court, je crois que c'est une 60aine de pages à tout casser. Mais franchement c'est 60 pages, mais tu prends du plaisir à lire en fait. Donc, mais en tout cas c'est vraiment une petite BD que j'ai adoré lire. Je pense que je vais la mettre comme ça en devant tellement qu'elle est géniale en fait. La couverture est géniale en fait. Mais en tout cas j'ai... Dans les livres non chroniqués, alors là attention, je pars sur une espèce de débat, enfin une espèce de problème qui fait que la situation actuelle où on est fait que ça a changé. Comme ça dit, on est en plein confinement et tout. Donc le livre je l'ai lu, je l'ai chroniqué, j'ai fait la vidéo, je l'ai monté, j'ai tout mis en ligne, tout était parfait. À savoir que ce que je vais vous présenter c'est Service Presse. Hein. Et donc j'envoie le mail à l'éditeur en fait, je me dis voilà, en vue du confinement et du Covid-19, il est demandé aux chroniqueurs et tout de ne pas mettre leur chronique en ligne. Moi c'est le mail que j'ai reçu quand j'ai tout envoyé. Donc je suis obligée de mettre mon article en ligne, ma vidéo en privé. C'est ce qui fait donc vous pouvez pas l'avoir, donc c'est pour ça que je la classe bien dedans, dans lu et non chroniqué, même si tout est fait, mais dans le sens que pour moi, et chroniqué, c'est que la chronique, au moment où je vous tourne les lectures de G, la chronique elle est en ligne, en fait, et tout le monde peut la voir, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. D'où le fait que je me mette dans cette catégorie-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À l'heure actuelle, je n'ai pas de date fixe pour la sortie du livre, parce que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est un service presse.
Autrement dit, je l'ai eu en avance. Enfin, voilà la date de sortie. À l'origine, il était censé sortir le 14 avril de ce 2020. Finalement, ça se peut qu'il soit reporté. À quelle date, je ne sais pas. À l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'infos. Donc, le livre que j'ai lu et pré-chroniqué, c'est Lettres d'amour solidaire d'Amanda Sterz aux éditions Grasset. J'ai envoyé par photo et par Instagram mon avis sur le bouquin directement à l'auteur parce que c'était Amanda qui m'avait directement contacté pour recevoir ce livre-là. Je l'ai reçu sans savoir de quoi ça parlait, enfin, je ne savais absolument rien de ce livre. Je l'ai adoré, franchement j'ai surkiffé. C'est un petit livre qui se lit très rapidement, voilà vraiment. Puis ça fait un peu de baume au cœur ce livre-là, justement, vu que pas dans les temps où on est. Et bien en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment adoré lire. J'ai vraiment hâte de vous partager ma chronique tellement j'adore ce livre-là. L'auteur a adoré ce que j'ai écrit vis-à-vis de son bouquin et parce que je crois que pour moi j'ai mieux retranscrit le message qu'elle voulait faire passer. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit livre que j'ai adoré lire. Et je crois quand même ça peut se lire en une après-midi. Avec le beau soleil qu'on a nous ici en Alsace, je pense que c'est un beau livre qui peut se lire en plein été. Mais en tout cas, enfin avec un beau soleil, encore pas spécialement en été je pense, mais en tout cas avec un beau soleil et tout le reste. Je vais vite fait vous parler de quoi ça parle. En fait, on va suivre une dame, Alice, qui a la quarantaine, qui a 46 ans, ou la cinquantaine, enfin qu'on n'est pas loin, qui a, je crois, 46 ans de mémoire, et qui, dont la vie ne lui a pas fait de cadeau en fait, tout simplement. Sa fille vient de se marier avec un homme qui est de bonne famille, on va employer ce terme-là, et donc elle vient vivre pas loin de chez elle à Paris. Sa fille lui a acheté un appartement pas loin de chez elle pour pas qu'elle soit trop loin de sa mère, sachant qu'elle vient de Alice vient de Cambrai, et en fait elle commence à avoir une vie monotone. Enfin, la vie lui a littéralement pas fait de cadeau, on peut le dire ça comme ça. Et un jour, avant dans un salon de thé où il y a également un salon de massage, il y a vraiment très japonais l'endroit, vraiment à la japonaise et tout ce que vous voulez. Et donc il y a un masseur japonais qui va donc la masser et elle va tout simplement tomber amoureuse de ce masseur japonais. Et donc il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture, et donc Alice va commencer à se mettre à apprendre le japonais, des choses comme ça. Et le jour où elle veut aller dire à cet homme qu'elle l'aime et en japonais et tout, cet homme est donc retourné au Japon. Et donc Alice va tout lui dire ce qu'elle a sur le cœur sous forme de lettres en fait. Elle va lui écrire une immense lettre à cet homme, et cette lettre-là, on l'a dans les mains par ce roman. Et donc on va vivre tout ce qu'Alice a vécu durant son enfance, sa jeunesse, son adolescence, le fait comment elle soit devenue maman, parce qu'elle est devenue maman très jeune. Vraiment tout ce que la vie n'a pas eu le loisir de lui offrir en bien, mais plutôt ce qu'elle lui a fait du mal en fait. Et comment l'arrivée de cet homme, de ce japonais dans sa vie, a bouleversé son quotidien en fait. Et en 140 pages, Amanda Sterz a su nous raconter en tout cas une très belle histoire. On va doucement commencer à parler de l'étendue des dégâts du début de vidéo. Alors attention, c'est enfin ma palle, mais pas totale. C'est-à-dire qu'il y a des livres en moins qui vont pas figurer vraiment dans la palle du mois d'avril. Je vais vous expliquer pourquoi. En premier lieu, il y a donc deux livres déjà donc c'était déjà des livres que j'ai déjà commencé, que je dis je vais vraiment les terminer là parce que je suis vraiment à fond dedans et je me vois pas arrêter. Pour les autres, en fait, on est le mercredi 1er avril et non, ce n'est pas du tout un poisson sur ce coup-là. J'avais donc décidé, justement, vu que, comme j'avais dit sur Instagram et tout, que j'avais une immense palle. Alors, tout ça, ce n'est pas ma palle, donc tout ça, c'est pas ma pile à lire. Je sais très bien ce que j'ai lu, je sais très bien ce que je n'ai pas lu. Moi, je mélange dans la bibliothèque parce que je sais ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. C'est pas le problème. Je sais même plus par quoi je commençais en phrase. Ah si, oui, voilà, en fait, j'avais fait un docword sur ma tablette et tout. De tous les livres que j'avais dans ma palle par catégorie et tout, juste pour voir ce que ça donnait. Et j'avais énormément de livres et je me suis dit, bah tiens, c'est là que je choisis tout pour moi. Enfin, je choisis moi-même mes lectures. Je pense que c'est vraiment un avantage quand on est booktubeur et quand la majorité du temps, à part quand on vous envoie pas des services presse, c'est qu'on a la possibilité de choisir ses lectures en fonction du temps, de l'humeur, etc. Il faut que j'arrête de clapper des mains, c'est pas bon pour vous, ni pour moi d'ailleurs au montage. Mais je me suis dit, ce serait bien de vous faire participer un petit peu vous aussi sur ce que moi j'ai, ce que vous aimeriez voir en lecture pour voir si ça vous tente aussi.
Donc j'ai fait 4 sondages sur Instagram, 4 duels entre guillemets, entre deux livres de chaque fois différents. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, la majorité il y a eu du 50-50. Donc en gros je vais me retrouver à lire les deux en fait, tout simplement. Je vais pas développer plus que ça parce que je crois que la vidéo va durer très très longuement. Mais en tout cas je trouve que c'est bien de vous faire participer via les réseaux sociaux sur ce que je vais lire. Parce que c'est vrai que moi il y a des fois je tâte entre deux romans. Et des fois le fait que souvent on choisit quelque chose pour moi c'est plus facile. Les deux livres que j'ai déjà commencé à lire et que je vais vraiment terminer assez rapidement. Le premier c'est The Empire of Corpses. Je sais pas si je prononce toujours aussi bien le nom. Je parle anglais mais j'ai pas l'accent qui va avec. Je suis absolument navrée. Donc c'est de Project Ito et Toanjo aux éditions Pika. Le roman c'est une briquette. Il y a un peu moins de 500 pages. Et j'en suis à ouais, un bon tiers du livre et je suis vraiment à fond dedans. De quoi va parler l'histoire de ce que j'ai cru comprendre. En fait, on va suivre le docteur Watson, donc, vous savez, très fidèle comparse de Sherlock Holmes, qui va se retrouver, qui est donc dans l'époque du 18e, non, fin 19e. On est dans les 1800, mais c'est bien fin 19e, j'ai toujours du mal, je connais très bien le fonctionnement entre différents dans quel siècle on est par rapport aux années et tout. Je confonds toujours, il y en a souvent de le confondre, etc. Mais voilà. Donc on est à la fin du 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle, donc en pleine ère victorienne, comme on l'appelle communément. Et donc, on voit dans Londres et dans le monde entier des nécromates avec qui ont différentes fonctions dans la société. Les nécromates, c'est simplement des morts qu'on a frankénisés. C'est bien le terme que je vois dans le roman, je vous l'invente pas, le terme de frankéniser. En fait, c'est simplement des êtres humains, enfin des morts qu'on a ramenés à la vie mais qui n'ont plus d'âme en fait. Ils sont devenus des robots, des automates auxquels on a planté une puce, une espèce de carte, enfin une puce au niveau du crâne et tout. Et chaque automate, on va lui donner une fonction, enfin ils vont avoir une fonction prédisposée. Il y en a qui vont être ramenés à la vie pour devenir des soldats parce que les chromates sont de très bons soldats, ils obéissent aux ordres, etc. Il y en a un, c'est le cas de Vendredi, qui va devenir le script de Watson, donc vraiment tout ce qui est l'écriture de notes, enfin la prise de notes. Et il va également, Vendredi a également une espèce de bibliothèque et tout dans la tête, bibliothèque au sens très large, hein. Une encyclopédie plutôt. Et voilà, donc il y en a qui sont traités pour différents travaux. Et c'est devenu assez courant. Alors pourquoi on peut le terme de frankénisé? C'est parce que ça vient justement du docteur Frankenstein, qui est justement avec la fameuse créature de Frankenstein qu'on connaît si bien. Qui a tout simplement révolutionné tout ça. Et donc en fait, Watson va devoir aller à la recherche de la créature de Frankenstein. Je sais plus comment c'est formulé ça d'ailleurs. Voilà, c'est en fait, mais en fait, cette histoire de ramener les morts à la vie et tout, c'est un peu compliqué. Parce que, voilà, c'est ce qu'il dit dans les paragraphes du résumé. C'est que sur les traces de Victor Frankenstein, dont les recherches sont à la base de tout, le Dr Watson va voyager à travers le monde dans l'espoir de percer le mystère entourant ce défi lancé à la mort, jusqu'à retrouver la légendaire créature du scientifique elle-même, dont les dessins pourraient bien amener l'humanité à sa perte. Voilà, en gros, on va aller à la recherche de la créature de Frankenstein, désolé. Donc c'est un mélange un peu de steampunk, parce que c'est vraiment très révolution industrielle, avec de l'Uchronie. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. En tout cas, pour ce que j'ai lu, j'ai vraiment adoré. Pour l'instant, je vous le conseille de lire ce roman, parce qu'il a l'air vachement bien. Après avoir vraiment à la fin, parce que comme je dis, je suis vraiment un bon tiers. Et vu comment c'est parti, j'ai peur de ce que ça va donner en fait. Faut que je me fasse une liste des personnages. Je suis perdue, je commence à être perdue un petit peu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Autre livre que j'ai commencé à lire, et que là, je suis au niveau du quart, c'est Serpentis, le gardien des registres, par Christophe Garda, aux éditions Prisma. C'est un livre qui est court, mais pour l'instant, je commence un peu à me dire où est-ce que dans quoi je me mêle. En fait, on est donc à notre époque, et ensuite une jeune ado je me suis vraiment résumée sur ce que je peux vous dévoiler, qui en fait vit avec son père, et du jour au lendemain, alors qu'il revient de l'internat, son père n'est plus là. Il lui laisse une lettre, etc. Il la confie auprès d'une gouvernante très stricte. Ils ont plein d'autres mots d'ailleurs. Très austère, voilà, une gouvernante austère. Et donc, elle va faire la caution sur son chemin. Il y en a qui font des travaux encore à côté. Je sais pas, mais moi j'entends une perceuse dans les murs.
tout plaisir. Mais évidemment, Lilou ne veut pas spécialement se dire voilà, rester auprès de ses gouvernantes, etc. Elle va tout près savoir ce qui arrive à son père. Et donc elle va partir simplement à sa recherche. Mais sauf que au fur et à mesure de l'histoire, Lilou va se rendre compte qu'elle est au cœur d'une prophétie, en fait. Où en fait on dit qu'un héritier va sauver le monde. Sauf que l'héritier en question, bah c'est Lilou. Voilà. Voilà, je vous en fais pas plus parce que moi, pour ce que j'ai lu, j'ai envie de vous résumer ce que j'ai lu, mais en fait c'est totalement... C'est très compliqué à lire. Là, j'ai vraiment eu du mal à lire parce qu'il y a en fait, c'est que j'ai dû lire, je vais pas être dans un bon feeling, mais faut comprendre la géopolitique, enfin la géopolitique, tout l'univers en fait. L'auteur, Christophe Gardin, nous donne beaucoup d'infos en peu de temps, ce qui fait que j'ai un peu de mal à comprendre, mais je commence à comprendre les rouages de ce roman. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime bien pour l'instant, j'aime bien, je me demande quelle surprise pour ce roman. Je suis désolée si je bouge beaucoup les jambes, parce que comme vous allez le comprendre, et c'est toujours le cas, je suis toujours assise par terre. Je n'ai pas de siège, voilà, et j'ai pas envie de tourner debout. Donc je pense que vous pouvez comprendre. J'ai quand même fait un effort, j'ai ma cousin pour être un peu plus confortable. Donc là, on va commencer à parler des petits duels, voilà, de livres que j'ai mis sur Instagram et dont je vais devoir lire pendant ce mois d'avril. Je vais vous présenter le duel en question et je vais vous dire sur lequel c'est tombé. Sachant qu'il y a eu 2 matchs nuls. Donc au lieu de lire 4 livres, je vais devoir me lire 6 parmi ceux qui vont présenter là, en plus de cela. Donc ça fait 10 livres. Je vous remercie. Et Dieu heureusement que sur le coup, ils ont envie de le confinement. Je pense que quand il n'y aura plus de confinement, je vais faire moins de duels, genre 2 duels, comme ça au moins ça va un petit peu réduire. Donc le premier duel que j'avais mis, c'était La guerre des elfes, le tome 3, La reine des fées, des elfes, pardon. Derby Brennan aux éditions... Non, attendez. Pour ce premier duel, j'avais mis La guerre des elfes, le tome 3, La reine du royaume, Derby Brennan chez Pocket Jeunesse, contre Duold, d'Elsie Chapman chez Lumen. Et je vais devoir lire les deux, tout simplement. Je vais pas vous spoiler le tome 3 parce que voilà, mais je vais vous relire le résumé du tome 1 parce que je ne vois pas l'intérêt de vous parler du tome 3 si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc je pense que c'est un peu contradictoire. La vie de Henry Atherton bascule le jour où il capture un papillon. Ce papillon n'est d'autre que Pyrgus, héritier du royaume des elfes de lumière. Entré dans le monde de Henry par un portail magique, Pyrgus doit coûte que coûte rentrer chez lui, car là-bas, Bellette, le démon des elfes de la nuit, rêve de conquérir le pouvoir. Pour secourir Pyrgus, Henry va devoir lui aussi franchir le portail et accéder au monde des elfes, désormais affluent. Là, je veux dire Henry en français et Henry, enfin le prénom Henry avec 2 accents, avec l'accent français, donc Henry, et j'ai dit Henry à la fin, donc qui est Henry en accent anglais. Assassin's Creed Syndicate est passé par là, pour ceux qui le savent. Et donc ça c'est en tout cas le résumé du tome 1 de La guerre des elfes. Duold, en fait, de quoi ça va parler? En fait, on est dans un monde, je crois que c'est non, une dystopie. On est dans une ville, dans la ville de Kerch. Et donc avant d'atteindre ce 20e anniversaire, chaque être humain, chaque citoyen doit éliminer son double. C'est-à-dire un double génétiquement, en fait notre jumeau, en fait, on a un alter ego qui est en fait notre jumeau, qui a été élevé dans une autre famille, etc. C'est nous on vit dans notre famille, etc. Et avant d'atteindre notre 20e anniversaire, il faut justement les citoyens doivent justement tuer ce double. Voilà, donc il y a donc cette copie conforme. Et on suit donc West Greyer, qui a donc 15 ans, et qui est prête à tout pour tuer ce jumeau, ce double d'elle-même, cet alter ego. Mais elle ne sait pas où il est, enfin, elle ne sait pas où elle vit, enfin, qui elle est, où est-ce qu'elle habite, etc. Mais au moment d'être confrontée à tout ça, à ce double, elle va tout simplement remettre sa vie en question. Qui est la meilleure version d'elle-même? Ça, on ne sait pas. Donc là, on était vraiment sur du fantastique et autres, hein, de la dystopie, du fantastique, mais vraiment un genre très imaginaire. Donc je pensais que c'était plutôt intéressant de faire un duel dans ce style-là. En deuxième duel, j'ai dit de mettre un peu de thriller là-dedans, un peu du polar. J'ai donc mis en duel Terminus Brocéliande de Renaud Maric aux éditions Polar Grimoire dans la collection Terre de Brume contre La Dame Blanche et Tête en Noir de Michel Brozo aux mêmes éditions et en la même collection. Et c'est Terminus Brocéliande qui a gagné ce duel. On est à 66% contre 33%. Donc en tout cas, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé parce que j'ai du mal à résumer le résumé par moi-même.
Donc Christopher, jeune Tessa en anthropologie, est porté disparu. Ses vêtements ont été retrouvés lacérés en pleine forêt de Brocéliande, près de l'Autier de Vivienne. Derrière lui, le disparu du vers son retour a laissé un étrange journal intime relatant ses incursions dans un monde magique en quête de l'Inoï, créature mi-femme, mi-fée. C'est ce journal que confie la mère du jeune homme au criminologue Maël McHerrig. À la recherche de Christopher, McHerrig va devoir décrypter un kaléidoscope trompeur ou interfère, amateur de jeux de rôle, adepte de magie gothique, ainsi qu'un inquiétant bouquiniste spécialisé en livres maudits. Il devra aussi découvrir ce qui était venu faire à Brocéliande en 1900 les écrivains gallo-irlandais Arthur Machen, William Butler Yeats et Bram Stoker, réunis en grand secret du trombone marin. Au terme de ce thriller poético-féerique, le lecteur aura en main tous les éléments nécessaires à reconstituer le puzzle. Mais attention, à se confronter au monde de Christopher, ne risque-t-on pas d'y laisser la raison. J'aime bien le résumé en fait. Il y a ce côté mythe arthurien, enfin avec Viviane, Merlin et tout, il y a un côté également très glauque, très bizarre. Mais en tout cas, j'ai bien de voir ce que ça donne parce que quand j'ai pu voir, j'ai mis des livres fins quand même. Hein. Non, j'ai pas mis de livres fins. C'est le livre le plus fin que j'ai mis dedans, en fait, dans ma pile à lire. Il fait moins de 200 pages. Ouais, 180 pages. Et c'est écrit par contre assez petit. Donc je pense que ça va se lire très rapidement entre deux gros livres parce que là, c'est impressionnant. Mais en tout cas, j'ai bien de voir ce que ça donne par la suite. Le troisième duel, pardon, j'ai voulu mettre un peu d'historique, voilà, parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu. Et j'ai donc choisi de mettre en duel les héros de la Vendée de Jean-Joël Bréjon aux éditions du Cerf face à La Vendée de la Mémoire 1800-2018 par Jean-Clément Martin par Perrin. Et c'est voilà, les héros de la Vendée qui mettent ce duel. En fait, on va suivre les grands noms des guerres de Vendée, mais côté vendéen. C'est-à-dire les généraux côté vendéen. Il y en a 7 qui sont présentés dans ce livre. Il y en a d'autres que j'ai là où il n'y en a que 5. Là, il y en a 2 de plus. Donc, on va suivre un petit peu la vie de Catelino sur le sein de l'Anjou, Lescure, le sein du Poitou, Bonchamp, Talmont, Delbé qui est surnommé le général Providence, Marigny, Stofflet, La Roche-Jacquelin et donc La Roche-Jacquelin qui est le plus jeune et Charette, le fameux roi de la Vendée. Donc par ces noms-là, voilà, ça s'y connaît un peu en guerre de Vendée, donc 1793 à 1796. C'est des noms qui reviennent très souvent, notamment Charette qui doit être le plus connu de tous. Mais en tout cas, je le trouve vraiment intéressant, j'adore la couverture. En tout cas, il s'agit en fait d'une partie du tableau représentant Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, par Léon Gognier. Donc au musée d'histoire de Cholet. Donc là c'est une partie du tableau parce que là-bas c'est vraiment un tableau un portrait en pied, c'est vraiment on voit la totalité. J'aurais aimé vraiment le portrait en pied parce que le tableau il est juste génial, le tableau est vraiment très beau. Je dis pas que c'est le plus beau représentant en général de Vendée, mais après c'est en tout cas assez intéressant, ça se lit assez rapidement parce que c'est pas écrit si petit que ça enfin pour moi. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus parce qu'il va servir de complément. Bah, deux étagères plus haut où justement où il y en a c'était les généraux de la Vendée. Les 7 généraux de la Vendée. Non, les 5 généraux de la Vendée. Mais en tout cas, ça va être un peu intéressant avec le beau temps. En plus, vu qu'il y a du soleil, c'est pour moi à chaque fois quand il y a du soleil, le bon moment pour lire de l'historique. Moi, après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Pour ce dernier duel, pardon, où je vais préciser justement pour ma part, faut savoir que je suis une fan de la saga Assassin's Creed, ma console. Ma Xbox One est remplie de jeux Assassin's Creed. J'ai dû jouer à tous les Assassin's Creed à part le premier. Voilà, j'ai fini récemment en plus Assassin's Creed Libération. J'ai toujours pas fini Assassin's Creed Odyssey d'ailleurs. Voilà, seuls les vrais fans d'Assassin's Creed comprendront de quoi je parle, de quels épisodes je parle. Mais voilà, je suis une grande fan de la saga Assassin's Creed. Si aujourd'hui j'ai beaucoup d'historique dans mes bibliothèques, c'est parce que Assassin's Creed est rentré dans ma vie. Tout simplement. Et j'ai donc également des romans Assassin's Creed parce que c'est un univers très large. On a donc les jeux vidéo, mais on a les romans liés aux jeux, c'est-à-dire que chaque épisode a son roman qui lui est dédié. Je vais éviter de parler de Forsaken et Unity qui certes se base sur le 3 et Unity, mais on suit un personnage tierce au personnage qu'on joue. À part Forsaken où on parle de... ça va beaucoup se construire sur le personnage d'Ethan Kenway qu'on joue au début du jeu.
Bref, je suis en train de vous égarer, mais il y a eu des BD, il y a eu des comics et il y a eu des romans, mais bon, annexes de l'univers étendu. Et c'est le cas des deux que je vais vous présenter, à savoir Assassin's Creed Heresy et Assassin's Creed Last Descendants, donc le tome 1. Donc Assassin's Creed Heresy est écrit par Christie Golden et édité chez Brajlon. Et le premier tome de Last Descendants, c'est donc une trilogie, hein, pour info, est écrit par Matthew G. Kirby aux éditions de Bayard. Et donc les deux ont gagné le duel tout simplement. Le premier tome, on va suivre Monroe, qui est donc informaticien au lycée. Il propose à un jeune homme du nom d'Owen d'utiliser l'Animus. Donc pour ceux qui sont familiers avec l'univers Assassin's Creed savent que je parle. L'Animus, c'est une machine qui nous permet de revivre la vie de nos ancêtres à toute période de l'histoire en fonction de nos origines. Voilà, si on a un ancêtre qui a vécu en Suède, on va suivre ce qu'il a vécu en Suède par exemple, ou des trucs comme ça. Je veux dire, l'Animus ne va pas suivre une personne qui n'est pas notre ancêtre, par exemple. Si tu n'es pas un descendant je sais pas moi. Si tu n'es pas un descendant d'Alexandre le Grand, tu vas pas pouvoir vivre la vie d'Alexandre le Grand. Par exemple, c'est un exemple qui est venu comme ça. Donc c'est juste, en fait, l'animus sert à suivre la vie de tes ancêtres à toi, parce que l'animus va fouiller en fait tout simplement dans votre ADN, tout simplement. C'est voilà, en fait, pour la saga Assassin's Creed, photo Assassin's Creed, bravo Ubisoft d'avoir utilisé cette idée-là. C'est en fait que on transmet à nos enfants des choses par le biais de l'ADN, tout simplement. Et là, l'ADN est utilisé un peu comme une sorte de bibliothèque, et vu un peu comme une grande bibliothèque où chaque roman est la vie d'un ancêtre, et donc l'animus va aller chercher un livre pour revivre la vie de cet ancêtre qui est écrit dans ce livre. Par exemple, j'image comme ça. C'est pas facile à expliquer quand on n'est pas vraiment dedans, enfin une personne qui n'est pas vraiment dedans. Et donc cet adolescent-là, donc Owen, voit l'idée, voit la possibilité de savoir qui arrive à son père, tout simplement, qui est justement fait mort en prison. Et en fait, tout simplement, Owen va tout simplement découvrir qu'il y a une guerre entre deux clans, l'ordre des assassins, la confrérie des assassins et l'ordre des Templiers. Et comme il y a tout ça, il y a des objets mystiques, voilà, des reliques, voilà, les fameux fragments d'Éden. Et justement, c'est là, je ne sais même pas de quel fragment d'Éden il va s'agir, parce que j'en connais plusieurs. Il y a la pomme, les épées, les suaires, je sais qu'il y a une espèce de bague qu'on obtient avec Connor dans le 3. Il y a l'observatoire dans Black Flag. Voilà, c'est les plus connus en tout cas quand on a joué au jeu, hein, je précise. Mais là en tout cas je sais pas sur quoi va être basé le fragment d'Eden, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et pour Assassin's Creed Heresy, je pense qu'avec la couverture, vous avez deviné, on va retourner un petit peu dans l'histoire de France, vu que c'était déjà le cas dans Unity. Unity, Révolution française d'ailleurs. Et donc avec Heresy, on va donc revenir plus tard dans le passé de l'histoire de France, à savoir la guerre de 100 ans. En fait, on va suivre tout simplement Simon Attaway, qui est promu à la tête de la division historique d'Abstergo, qui est donc la face cachée des Templiers, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il a un défaut, c'est d'être curieux, et va vouloir donc revivre la vie d'un de ses ancêtres, qui est nul autre que Gabriel Lazare, compagnon de Jeanne d'Arc. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Gilles de Rais en tant que compagnon de Jeanne d'Arc, mais là on va suivre un autre. Je sais pas si ce Gabriel Lazare a vraiment existé, je suis désolée. Parce que voilà, je pense que on touche pas à l'histoire comme ça aussi facilement qu'on croit, hein. Mais en fait, voilà, donc Ubisoft a fait 2-3 petits changements dans certains détails dans Unity et dans le DLC de Syndicate. Passons. Mais donc, pour revenir au livre, la plongée de Simon dans l'Animus va le contraindre à affronter une réalité, donc le fameux conflit entre assassins et templiers, comme toujours, hein. C'est la même mécanique Assassin's Creed, hein, faut pas croire, hein, en fait. Et donc, on va en fait comprendre tout ce que la vie de ce Gabriel Lazare, et également remettre en question une question qui est vraiment importante, c'est qui est hérétique et qui est véritable preuve. Donc j'ai vraiment hâte de lire, parce que l'histoire de France me plaît beaucoup, même si ma peur de prédiction, je ne le répéterai jamais assez, c'est la Révolution française. Merci à Assassin's Creed Unity d'être arrivé dans ma vie, encore une fois. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, parce que c'est vrai que Jeanne d'Arc, la guerre de 100 ans, c'est une période importante de l'histoire de France, hein. J'ai hâte aussi. Je crois que j'ai hâte de tous les lire. En fait, je crois que c'est pour ça que je vous ai demandé des fois de choisir pour moi. Ces lectures de dégel sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu à ce que j'ai pu voir en termes d'enregistrement. Pardon, ça va être une vidéo qui est très longue. J'ai le hockey, je suis désolée.
J'espère que vous avez pu, mais dites-moi si vous avez lu des livres que j'ai là ou si vous avez vraiment hâte de voir certaines de mes lectures très rapidement en chronique. Ça me donne vraiment envie de lire davantage parce que ça permet de voir à peu près de vous montrer ce que moi j'aime lire et de voir ce qui peut vous tenter en termes de lecture. Et sur ce, je vous dis donc de bonne lecture à vous.